Bah, à but précis, oui, enfin, c'est-à-dire que j'essaye de, à chaque fois, je voudrais être un peu mieux dans chaque rôle, de pouvoir devenir vraiment un grand acteur, justement, autre chose qu'un mythe. Sur un plateau de cinéma, il y a toujours ce moment où tout s'arrête. Les projecteurs continuent de brûler, la caméra reste immobile et le silence devient presque lourd. C'est dans ces interstices que se jouent les véritables histoires, celles qu'aucun scénario n'écrit. Jean-Paul Belmondo, lui, les a vécues. Héros du cinéma français des années 60, cascadeur de ses propres scènes, sourire insolent et regard franc, il a marqué l'écran d'une empreinte indélébile. Les films d'action, les comédies, les drames, tout semblait lui réussir. Mais derrière cette carrière étincelante, se cachent aussi des souvenirs moins éclatants, des collaborations qui ont laissé un goût amer. Car si Belmondo était un professionnel irréprochable, il restait un homme de conviction. Et dans l'univers impitoyable du 7e art, il ne suffit pas toujours de partager la même caméra pour partager la même vision. Des désaccords artistiques, des méthodes de travail opposées, parfois même des silences qui en disent plus long qu'une dispute, autant de raisons qui, un jour, l'ont poussé à dire « plus jamais ». Aujourd'hui, nous remontons le temps, entre les plateaux enfumés des années 60 et les décors spectaculaires des années 80, pour raconter ces 5 rencontres artistiques qui se sont transformées en adieux définitif. À travers ces histoires, ce n'est pas seulement le portrait d'un acteur que l'on découvrira, mais celui d'un homme qui savait quand tourner la page. Et voici les 5 réalisateurs avec qui Jean-Paul Belmondo ne voulait plus jamais tourner. Numéro 1. François Truffaut. Il aurait pu être l'un des mariages les plus prometteurs du cinéma français. D'un côté, Jean-Paul Belmondo, incarnation d'un cinéma populaire, vif, spontané. De l'autre, François Truffaut, chef de file de la nouvelle vague, connu pour son exigence et sa vision profondément personnelle du 7e art. Leur rencontre se fait au milieu des années 60, à une époque où Belmondo enchaîne les succès et où Truffaut, déjà respecté, cherche à explorer de nouveaux visages pour ses histoires. L'idée d'une collaboration semble évidente. Le projet, ambitieux, mêle dialogue ciselé et scènes d'action poétique, un terrain où l'acteur pourrait exprimer à la fois son charisme physique et sa sensibilité. Mais rapidement, les différences apparaissent. Sur le plateau, Truffaut dirige avec précision chirurgicale, multipliant les prises, réglant chaque geste, chaque intonation. Belmondo, lui, préfère la spontanéité, l'instinct, cette énergie brute qui donne aux scènes leur force. Les deux approches s'entrechoquent. Certains témoins affirment que la tension était palpable. Les silences prolongés, les discussions à voix basse qui s'éternisaient après « coupé ». Truffaut voulait sculpter un personnage à son image. Belmondo, lui, défendait un jeu plus libre, plus organique. Les deux visions ne se rejoignent jamais vraiment. Le film voit tout de même le jour, salué par la critique, mais accueilli plus tièdement par le public. Derrière les sourires forcés lors de la promotion, la décision était déjà prise. Belmondo ne retravaillerait plus jamais avec Truffaut. Non par manque de respect, mais parce que certaines rencontres, aussi prestigieuses soient-elles, ne trouvent pas leur harmonie. À partir de là, chacun poursuivit son chemin, comme deux artistes qui se croisent dans un couloir et s'éloignent sans se retourner. Numéro 2. Alain Resnais. La rencontre entre Jean-Paul Belmondo et Alain Resnais tient presque du hasard. Au tournant des années 70, le réalisateur, maître d'un cinéma intellectuel et expérimental, imagine un projet mêlant fiction et mémoire, où les frontières du temps se brouillent. Belmondo, curieux de nature, accepte de se prêter au jeu, intrigué par l'idée de sortir de ses rôles habituels. Dès les premières lectures, un décalage se fait sentir. Resnais, perfectionniste et cérébral, conçoit chaque plan comme un tableau à déchiffrer. Il aime que l'acteur se fonde dans une architecture millimétrée où les dialogues deviennent presque des partitions musicales. Belmondo, lui, respire dans le mouvement, l'imprévu, les gestes qui naissent de l'instant. Sur le plateau, la différence de rythme devient vite un obstacle. Là où Resnais pouvait passer une journée entière à ajuster un angle de caméra ou la lumière d'un couloir, Belmondo cherchait à capturer l'élan, à tourner avant que l'énergie ne se dissipe. Plusieurs scènes furent refaites des dizaines de fois, au point d'épuiser la patience de l'acteur. Les témoins se souviennent d'un moment précis. Entre deux prises, Belmondo, assis sur une caisse de travelling, regarde Resnais en silence. Dans ce regard, ni colère ni mépris,
mais une certitude tranquille, celle que leur chemin créatif ne se croiserait plus. Le film, salué pour sa beauté formelle, divisa profondément le public. Pour Belmondo, l'expérience resta comme une parenthèse singulière, intéressante sur le plan artistique, mais loin de son instinct naturel. Après cette collaboration, les deux hommes se croisèrent encore lors de festivals, toujours cordiaux, mais avec la conscience tacite que leur aventure commune s'était refermée pour de bon. Numéro 3. Jacques Rivette. Lorsque le nom de Jacques Rivette est évoqué, on pense immédiatement à ces fresques labyrinthiques, à ces films qui s'étirent comme des romans fleuves, où chaque plan est une énigme et chaque dialogue, une porte vers un autre mystère. Pour Belmondo, habitué à des rythmes narratifs plus resserrés, l'idée de travailler avec Rivette était à la fois un défi et une curiosité. Le projet démarra au milieu des années 70, autour d'un scénario semi-improvisé, comme Rivette aimait les concevoir. L'histoire, volontairement fragmentée, invitait les acteurs à inventer une partie de leur réplique, à se laisser porter par la durée. Un terrain fertile pour certains, mais pas pour Belmondo, qui trouvait dans la structure claire d'un scénario une liberté qu'il ne retrouvait pas ici. Sur le tournage, les journées pouvaient s'étendre sans que la caméra ne tourne vraiment. Rivette, en quête du moment juste, pouvait modifier la direction d'une scène à la dernière minute ou décider de filmer une improvisation de 30 minutes pour n'en garder que quelques secondes. Belmondo, lui, ressentait que cette méthode diluait l'intensité, que l'énergie brute se perdait dans les détours. Un technicien raconta plus tard avoir vu l'acteur, costume sur le dos, attendre des heures avant qu'on ne le rappelle devant la caméra. C'est pas du cinéma, c'est de la pêche à la ligne, aurait-il soufflé à mi-voix, mi-amusé, mi-exaspéré. Le film ne vit jamais vraiment le jour dans la forme initiale, un montage avorté, quelques séquences montrées en projection privée. Ce fut la seule et unique tentative des deux hommes de collaborer. Rivette poursuivit ses explorations narratives, Belmondo retrouva les plateaux plus rythmés où il excellait. Et dans leurs souvenirs respectifs, cette rencontre resta comme une curiosité, un chemin qui s'arrête avant la prochaine bifurcation. Numéro 4. Claude Lelouch. Claude Lelouch et Jean-Paul Belmondo s'étaient déjà croisés dans les couloirs des studios lors de soirées parisiennes où l'on refaisait le monde autour d'un verre de champagne. L'un, cinéaste du souffle romanesque, amateur de grandes fresques sentimentales et de mouvements de caméra vertigineux. L'autre, acteur magnétique, roi des cascades et du charme décontracté. Sur le papier, leur rencontre semblait inévitable. Le projet prit forme à la fin des années 70. Un film mêlant action et romance, tourné entre Paris, la Côte d'Azur et quelques capitales européennes. Lelouch, fidèle à sa méthode, refusait de tout figer à l'avance. Les dialogues naissaient parfois sur le moment, les scènes se rallongeaient au gré de l'inspiration. Une liberté que certains acteurs adoraient, mais qui, pour Belmondo, pouvait tourner au chaos. Sur le plateau, l'acteur cherchait des repères clairs, un rythme, une structure, une trajectoire précise pour son personnage. Lelouch, lui, préférait suivre le hasard, capter un rayon de soleil qui tombait sur un visage ou une phrase lancée par un figurant, quitte à bouleverser le plan de travail. Un jour, après plusieurs heures de tournage imprévu sur un quai de gare, Belmondo aurait glissé à un assistant. « J'ai l'impression qu'on écrit le scénario en avançant et qu'on efface chaque page derrière nous. » Ce n'était pas un reproche amer, juste le constat d'un décalage profond dans leur façon de faire du cinéma. Le film sortit, porté par le nom des deux hommes, mais son montage éclaté dérouta une partie du public. Ce fut, malgré la cordialité entre eux, leur première et dernière collaboration. Comme deux voyageurs partageant un train pour un bout de trajet, avant de descendre chacun à sa gare, conscients qu'ils ne reprendront pas le même itinéraire. Numéro 5. Michel Deville. Michel Deville appartenait à cette génération de réalisateurs élégants, amoureux des dialogues ciselés et des mises en scène sophistiquées. Ses films respiraient une certaine précision artisanale, un soin apporté à chaque mouvement d'appareil, à chaque silence. Lorsque l'idée d'une collaboration avec Jean-Paul Belmondo surgit au début des années 80, beaucoup y virent une alliance prometteuse entre rigueur et charisme. Le tournage commença dans un décor raffiné, baigné d'une lumière travaillée comme une toile. Deville abordait chaque scène comme un bijoutier poli de sa pierre, il ajustait, peaufinait, reprenait, jusqu'à atteindre la perfection qu'il imaginait. Belmondo, lui,
s'impliquait avec son habituel professionnalisme, mais sentait peu à peu que ce souci du détail étouffait l'élan naturel qui faisait sa force. Les répétitions se multipliaient avant même de tourner, les gestes étaient millimétrés, parfois au détriment de l'instinct. Deville cherchait une retenue subtile dans le jeu. Belmondo, fidèle à son tempérament, voulait y injecter plus de vie, plus de mouvement. La tension, polie mais réelle, se traduisait par des échanges feutrés, des pauses prolongées entre deux prises. Un assistant caméra se rappellera plus tard d'une phrase lâchée par l'acteur, sourire en coin. Si on continue comme ça, on va finir par tourner un tableau, pas un film. Ce n'était pas un affront, mais le signe clair que leurs univers créatifs ne se superposaient pas. Le film vit le jour, apprécié pour sa finesse mais loin de l'énergie que le public attendait de Belmondo. Après cette expérience, les deux hommes restèrent respectueux l'un envers l'autre, mais n'eurent plus l'occasion, ni sans doute l'envie de se retrouver sur un plateau. Comme deux artisans aux méthodes incompatibles, ils se saluèrent et reprirent chacun leur atelier. Il y a, dans la carrière d'un acteur, des rencontres qui deviennent des évidences, et d'autres qui ne laissent derrière elles qu'un léger parfum d'inachevé. Pour Jean-Paul Belmondo, ces 5 réalisateurs ont représenté autant de chemins explorés, puis refermés. Aucun ressentiment véritable, simplement la reconnaissance que certaines visions ne peuvent pas se fondre l'une dans l'autre. Car Belmondo n'était pas seulement un interprète. Il était un partenaire de création, un homme qui savait que l'alchimie entre un metteur en scène et un acteur ne se décrète pas. Elle se vit, se construit ou se défait. Et parfois, la plus grande preuve de respect consiste à ne pas forcer ce qui ne vient pas naturellement. Dans les couloirs feutrés des studios, il continuait de croiser certains d'entre eux. Un sourire, une poignée de main, quelques mots polis, puis chacun reprenait sa route. Les souvenirs de tournage restaient dans un coin de mémoire, avec leurs éclats de lumière et leurs ombres discrètes. Au fond, Belmondo savait que son parcours n'avait jamais été défini seulement par les noms qui figuraient au générique, mais par la liberté qu'il avait su préserver. Cette liberté, il l'avait protégée jusqu'au bout, quitte à dire non, quitte à tourner la page. Ils n'ont jamais retravaillé ensemble. Mais être que, dans ce silence choisi, il y avait déjà une réponse claire